Une chronique politique signée Alexis Lacroix en ce lundi et à suivre sur notre Facebook Live. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Merci de nous rejoindre. Merci à vous. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, nouvelle journée décisive pour la majorité présidentielle après l'activation jeudi de l'article 49.3 par le gouvernement pour contourner le vote de l'Assemblée nationale sur son projet de réforme des retraites. Deux motions de censure vont être examinées à partir de 16h par les députés. La première est celle présentée par le Rassemblement national de Marine Le Pen. La seconde, dite transpartisane, émane du groupe Liberté, indépendant Outre-mer et Territoire, le fameux LIOT, et de la NUPES. Cette issue avait été anticipée par la Macronie, Alexis ? Écoutez, c'est très difficile de se plonger dans le cerveau du président qui a beaucoup d'enjeux quotidiens, brûlants, urgents, inquiétants, angoissants sans doute à gérer. Mais évidemment, j'allais vous dire, il y a en quelque sorte une mécanique des flux en politique. À partir du moment où vous déclenchez le 49.3 dans la manière dont il est ressenti aujourd'hui, on en dira un mot si vous voulez après, vous déclenchez, j'allais dire ipso facto, automatiquement, de manière mécanique, un certain nombre de ripostes. Et la riposte parlementaire principale, c'est la présentation de motions de censure. Il y en a donc deux, celle qui, au dire des commentateurs, aurait été le plus de chances, dans 2 heures exactement, d'être adopté dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale à quelques centaines de mètres des studios de Radio J. Nous ne le préciserons jamais assez. C'est effectivement cette motion présentée par un groupe, au fond, centriste composite, Liberté, Indépendant, Outre-mer, Territoire, composé d'élus, on va dire, non alignés, en fait, dans la grande tradition, si vous voulez, du non-alignement. Ce sont des centristes, ils partagent beaucoup des convictions communes avec la majorité présidentielle, mais en revanche, ils sont vent debout contre la façon dont celle-ci, en tout cas, s'y prend pour réformer le pays. Et donc, effectivement, ça va se jouer, là, on va pas faire de prédiction, ça serait vraiment trop hasardeux, mais ça va se jouer à une dizaine de voix près, sachant que les arbitres des élégances, comme s'en désole effectivement Maurice Safran dans Challenge ce week-end, sont cette trentaine d'élus LR qui, je cite Safran, font désormais le jeu et la loi, et ajoute Safran, ils ont tranché, à jamais, suce à Macron une hostilité radicale au président. Pour autant, pourrait-on ajouter, ça n'est pas sûr que les 30 que mentionne Safran votent tous, si j'ose dire, comme un seul homme, la motion présentée par le groupe LIOT. Et donc sachant ça, c'est le premier point. qu'Elisabeth Borne a expliqué il y a quelques jours que cette motion de censure permettra en fait de voter, aux députés de voter sur le fond de la question, à savoir la réforme des retraites. Ah bah bien c'est sûr. une manière Oui, enfin, mais on peut originale de voir les choses. Pourquoi pas ? Si vous voulez, on peut le lire comme ça, puisqu'il y a eu cette utilisation du 49.3, dont nous ne redirons jamais assez, parce que c'est la réalité constitutionnelle historique, sous la plume de Michel Debré, mais aussi bien sûr par la volonté du général de Gaulle. C'était pas un instrument de véritable contournement de la représentation nationale, c'était plutôt pour, en quelque sorte, les forcer la main quand il y avait un texte, j'allais dire, d'importance nationale, presque de raison d'État. Il n'est pas sûr, en effet, que la réforme des retraites, aussi justifiée soit-elle d'un point de vue comptable, constitue un texte relevant de cette raison d'État. Nous ne sommes pas en guerre, il n'y a pas d'invasion de la France, etc. Donc peut-être que le 49.3 n'était pas à utiliser. Néanmoins, on s'en fiche, on est dans les représentations, la politique ce sont d'abord des représentations, en ce sens c'est de la pâte humaine, si vous voulez, que nous commentons, et dans les représentations d'aujourd'hui, à tort ou à raison, peu importe, le 49.3, quelles que soient les sensibilités politiques de nos concitoyens, est ressenti comme une violence, on va dire une violence symbolique et institutionnelle. Donc la voie choisie par l'exécutif contribue, selon vous Alexis, à nourrir la colère sociale du moment. Bah écoutez, si on encore une fois, si on part des représentations, je ne suis pas là pour faire la leçon, et d'ailleurs le rôle de Cassandre qui fait la leçon à l'exécutif est trop facile. Mais c'est vrai que cette utilisation, Emmanuel Macron est trop intelligent, trop savant de la chose politique, trop connaisseur aussi de l'histoire de France pour ne pas avoir mesuré que forcément elle susciterait une surréaction du côté des opposants à la réforme, dont aujourd'hui effectivement un certain nombre de députés qui se sentent comptables dans leur circonscription, on n'y reviendra jamais assez, de cette colère grandissante des Français, d'ailleurs même des gens qui sont des soutiens historiques d'Emmanuel Macron, je pense à Jérôme Jaffray qui est cité dans le JDD ce week-end, le disent qu'il y a une rage qui ressemble aujourd'hui dans les tréfonds de ce pays à ce que fut, j'allais dire, la préparation du mouvement des Gilets jaunes en décembre 2018, à un moment où effectivement les bases de la majorité, mais aussi, j'allais dire, de sa légitimité symbolique ont tremblé. Alors pourquoi, une petite parenthèse Alexis, avant de vous écouter sur la suite, pourquoi le président a donc fait ce choix finalement, sachant que ça allait nourrir, alimenter la mobilisation sociale, notamment dans la rue ? Je n'en sais strictement rien. D'ailleurs, il ne s'est pas, jusqu'à nouvel ordre, il ne s'est pas exprimé sur les raisons. Il va le faire dans les prochains jours. Voilà, ce qu'on sait simplement,
on peut le dire, hein, si vous voulez, si on ne sonder les reins et les cœurs est difficile. Ce que nous savons simplement pour l'instant, cher Steve, c'est qu'effectivement autour de lui, à commencer par la première ministre, mais un certain nombre de ministres importants, les Gabriel Attal, etc., les Olivier Véran, le lui déconseillaient, directement ou indirectement. Je ne sais pas si tous communiquent quotidiennement avec le président, quoique certains d'entre eux le font, mais ils le lui déconseillaient parce qu'ils avaient perçu tout simplement que sociologiquement, dans l'opinion, c'était ressenti de manière, on va dire, négative, pour aller très très vite. Donc, mais par contre, dans un moment difficile par ailleurs socialement du fait de l'inflation. Voilà, mais par ailleurs, je pense, si vous voulez, que Steve, là encore, il faut qu'on soit attentif au tableau d'ensemble. Nous n'avions pas tort lorsque nous disions, vous et moi, il y a 4 semaines, l'empressement du président de la République à terminer cette, comme on dit aujourd'hui, séquence politique, à clore cette page. Car en réalité, j'en émets l'hypothèse avec vous. C'est important politiquement, bien sûr, de faire la réforme des retraites pour plein de raisons et aussi pour que la note de classement international de la France ne soit pas dégradée, pour que la France garde son AA. Bon, très bien. Mais je crois que c'est pas l'obsession principale du président. Le président, il a un agenda, il veut réformer profondément ce pays, pas que dans un sens libéral, d'ailleurs on va y venir dans un instant, et au fond, pour lui, je suis désolé de le dire comme ça, mais les retraites, c'était le prix à payer, mais ça n'est pas l'alpha et l'oméga de la réforme. Alexis, quelle reconfiguration politique cette séquence va nécessairement entraîner au sein notamment de la majorité ? Alors, si vous voulez, quand on a une majorité relative bloquée, puisque c'est le cas aujourd'hui, hein, ne nous leurrons pas, dont le socle de légitimité est en pleine attrition, est en pleine rétraction, hein, est en plein racornissement, hein, de plus en plus petit pour le dire autrement. Il faut retrouver de l'oxygène de légitimité. Alors moi, je n'ai pas de solution miracle, pas plus que Maurice Safran. On est des commentateurs, on analyse la situation, nous n'en avons pas. Mais il y a plusieurs hypothèses. Celle qui est souvent évoquée, c'est l'hypothèse, entre guillemets, du fusible. C'est l'hypothèse auquel recourent beaucoup de présidents en cas de crise politico-institutionnelle. Bon, c'est de changer leur première ou leur premier ministre. Très bien. Et Elisabeth Borne a assumé cette idée qu'elle soit un fusible pour le président. Écoutez, Elisabeth Borne est une femme intelligente, elle se doute que ça peut arriver. Mais en réalité, je vais vous dire, on se dit la vérité ici, la Radio J, c'est une radio où on dit la vérité, on raconte pas de salade. Ça ne changera pas grand-chose en réalité. Hein, à cette colère qui monte dans le pays, à ce sentiment que la représentation nationale a été contournée, et à ce sentiment qui renvoie, au fond, à une conviction, à tort ou à raison, de beaucoup de Français qui appartiennent à ce bloc populaire que depuis quelques années, le politologue Jérôme Sainte-Marie a théorisé. Hein. Ce sentiment qu'ils ont, j'allais dire, qui est un sentiment poignant, de ne pas être écouté, de ne pas être pris en compte, de ne pas être calculé, comme on dit chez les jeunes, vous voyez. Et donc ce sentiment-là, d'une manière ou d'une autre, Emmanuel Macron va devoir y répondre. Il va devoir d'autant plus facilement y répondre qu'au cœur de son livre, Révolution en 2016, on était jeunes, ça nous rajeunit, il y avait justement cette exigence. Je veux réconcilier toutes les Frances. La France rurale, la France des centres-villes, mais aussi la France des banlieues et leur redonner un cap. Également l'idée politiquement de dépasser le clivage gauche-droite, Alexis. Alors, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que, si vous voulez, nous sommes dans un moment d'attrition du bloc élitaire. Le bloc élitaire, politiquement, il représente 25%, mais c'est comme le radeau de la Méduse, si vous voulez. Il est entouré par les eaux de l'animosité des autres. Bon. Donc, si vous voulez, de ce point de vue-là, c'est un échec historique du macronisme. Ne nous leurrons pas. Néanmoins, ça ne veut pas dire que Emmanuel Macron n'a pas des ressources pour rebondir. Pourquoi ? Il a des ressources d'abord dans la division de ses adversaires. Si on reprend les catégories de Sainte-Marie, elles valent ce qu'elles valent, mais elles sont intéressantes. Première chose, ça c'est le premier élément, j'allais dire, qui plaide dans le sens d'un rebond possible. Le bloc populaire, Steve, le bloc populaire, il est profondément divisé. Vous avez d'un côté la NUPES, qui joue une stratégie de déstabilisation néo-zadiste de la représentation nationale, et vous avez le bloc autour de Marine Le Pen, de ses 89 élus avec elle, qui sont plutôt dans la recherche d'une respectabilisation, d'une dédiabolisation définitive de leur parti. Mais leurs objectifs ne sont absolument pas les mêmes. Donc les oppositions partent en ordre dispersé. C'est ça la réalité. Et la deuxième chose, c'est ce qui va être, là on va le voir à partir de demain soir, je veux dire avec la communication du président. Qu'est-ce que va faire Macron ? Il va faire... Je passe à l'étape suivante. Autrement dit, il va essayer de se décornériser en disant on a des problèmes politiques, on a des problèmes de majorité, mais notre projet pour la France n'est pas mort. Notre projet pour la France n'est pas mort. Les services publics, la santé, les écoles, c'est le nouveau chantier des réformes qu'il faut que nous accomplissions ensemble.
À mon avis, il devrait sérieusement prendre en considération ceux qui, depuis quelques mois, en réalité, l'ancien président Nicolas Sarkozy, l'ancien Premier ministre Manuel Valls, lui conseillaient d'élargir sa majorité en faisant entrer, il faut être clair, des poids lourds, vous voyez, de la droite, mais peut-être aussi de l'ex-gauche socialiste, qui, en quelque sorte, permettraient à cette majorité de ne plus être le tissu racorni qu'elle est actuellement. Et de faire de la politique à nouveau. Merci. En fait, si vous voulez, nous étions dans un moment où l'économie gouvernait. La politique doit aujourd'hui faire son retour et reprendre le volant. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Nous serons demain en compagnie de Laurence Saillet. Bon après-midi. Radio J. Steve Nadjar. Allez, c'est l'heure de marquer une petite pause dans le Grand Journal. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie. Nous serons en compagnie de Pascal Zonshine.